Bien. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre dans notre cours de résistance des matériaux, qui est le chapitre 3, torseur de cohésion et notion de contrainte, et dans lequel on va introduire cette notion justement de contrainte et comment on va l'obtenir, c'est-à-dire comment on va calculer la contrainte dans un matériau qui est soumis à certains efforts et certaines charges. On a déjà vu dans la mécanique rationnelle qu'elle étudie les efforts externes, c'est-à-dire les charges, les réactions d'appui, mais ça reste toujours des efforts externes. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur de ce solide sous l'application de ces forces? Et la réponse était que c'est la résistance des matériaux qui va traiter justement les effets internes, qui va calculer les efforts internes et qui va aussi s'intéresser aux déformations qui sont causées par ces charges appliquées. Donc, si un solide il est en équilibre sous l'action d'efforts extérieurs, il existe quelque part dans un point M de solide des forces intérieures. On les appelle aussi des forces de cohésion. Pourquoi? Parce que c'est des forces qui assurent la cohésion de ce solide pour qu'il ne se rompe pas. Il n'y aura pas de rupture. Il faudrait une certaine cohésion. Ces efforts justement intérieurs de cohésion par unité de surface, on les appelle les contraintes. Ces contraintes qu'on va calculer par la suite, elles vont permettre d'évaluer la résistance de notre poutre aux efforts. C'est-à-dire, si la résistance, si ces contraintes sont inférieures à des contraintes admissibles, c'est que le matériau, il va résister. D'accord? Comment on va calculer justement les contraintes intérieures? On va introduire la notion du torseur de cohésion. C'est quoi un torseur de cohésion, appelé aussi dans certains livres, anciens livres, le visseur? C'est un torseur, c'est clair, un torseur, c'est un torseur où vous avez le couple force et moment. De cohésion, c'est-à-dire quelles sont les forces intérieures justement à la poutre de cohésion qui vont, et les moments qui vont justement nous donner ce torseur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode, ce qu'on appelle la méthode de coupe, la méthode de coupure. C'est-à-dire, on va procéder à une coupure fictive, imaginaire par la pensée, dans une section, suivant une section. La coupure se fera suivant une section S. Par exemple, si vous avez cette poutre, d'accord, je vais faire une coupe là, suivant ce plan, une section, et je vais isoler deux parties. D'accord? 1 et 2. Je vais isoler, je vais obtenir deux parties, 1 et 2, et je vais isoler une seule. D'accord? Par exemple, je vais isoler la partie 1. 1. La surface 1. Donc, voilà ma poutre qui est soumise à des efforts extérieurs, F1, F2, F3, F4. Je vais isoler cette partie de gauche et je vais remarquer que tous les efforts et les moments qui sont appliqués par 2 sur 1 seront alors considérés comme des actions extérieures pour cette petite poutre. Donc les efforts qu'applique 2 sur 1 et les moments qu'applique 2 sur 1 vont être considérés pour notre poutre, partie de poutre 1 comme des efforts extérieurs. Et de là, je vais faire appliquer le principe fondamental de la statique. La somme des forces égale à 0, la somme des moments égale à 0, pour obtenir justement ces valeurs intérieures, R de 1 et MG de 1. D'accord? Et ces deux éléments vont nous donner le torseur qui est appelé le torseur de cohésion. Et ce torseur de cohésion, vous avez remarqué que toutes les forces seront réduites au point G, au point qui passe par l'axe, qui passe par le centre de gravité G. Donc tous les efforts vont être réduits, calculés à ce point. C'est pour ça qu'on appelle le torseur de cohésion réduit au point G. Dans le cas général, si vous avez une poutre complète, l'application de la statique, on la connaît déjà, sigma des forces, sigma des moments. Si on va isoler cette première partie,
Donc, les efforts intérieurs qui sont appliqués par 2, par cette partie sur 1, seront considérés comme des efforts extérieurs pour le tronçon E1 et l'application de principe fondamental de la statique va vous donner les efforts voulus, c'est-à-dire R de 1 et le moment G de 1. Bien. Je vais m'intéresser justement aux composantes de ces efforts intérieurs et des moments intérieurs. Si je prends cette section de coupe, les efforts sont réduits au point G, d'accord? Donc, l'effort obtenu, R, c'est la somme de 3 efforts. C'est les efforts en noir. C'est tout ce qui est en noir, c'est les composantes de l'effort R de 1, l'effort intérieur à la coupe. C'est quoi? Vous avez l'effort N, que je vais appeler N. Je vais l'appeler l'effort normal, et il est porté par la ligne moyenne, par la ligne d'axe, la ligne moyenne qui passe par l'axe. D'accord? L'effort N, c'est un effort normal par rapport à la section de coupe. C'est pour ça qu'on l'a appelé effort normal. C'est par rapport à la coupe elle-même. Donc, c'est une force normale, et dans ce cas, c'est quoi? C'est une traction. D'accord? Donc, si je prends la coupe comme ça, je vais obtenir un effort intérieur N, donc c'est un effort normal. C'est une traction ou compression. L'autre effort maintenant, c'est l'effort qui est perpendiculaire à la ligne moyenne. Il peut être comme ça. Il a 2 composantes. Une composante suivant Y et une composante suivant Z. Donc cet effort qui est comme ça, perpendiculaire à la ligne moyenne, il a 2 composantes. TY que je vais appeler l'effort tranchant. Donc T tranchant. N normal. C'est la première lettre. N normal et T tranchant. L'effort tranchant, c'est l'effort suivant Y et vous avez aussi l'effort suivant Z. D'accord? L'effort tranchant suivant Y et l'effort tranchant suivant Z. Maintenant, pour les moments. Donc, j'ai 3 efforts. Dans le cas général, hein, j'ai 3 efforts. Pour les moments maintenant, si en rouge, les moments sont en rouge, c'est des moments qui sont portés par exemple, le moment MT, c'est le moment qui est porté par l'axe X, c'est-à-dire c'est un moment qui est autour de l'axe X. Et je vais l'appeler le moment de torsion. C'est-à-dire si vous avez cette poutre qui est là, l'axe X comme ça, donc c'est le moment autour porté par l'axe X. Donc c'est un moment de torsion. Il y a des livres qui vous montrent une rotation comme ça, un arrondi, d'accord? Une flèche arrondie, mais il y a des livres qui le montrent comme ça. C'est-à-dire c'est un moment porté par l'axe X. Bien. Il y a aussi 2 autres moments. Il y a un moment qui est porté par l'axe Y, qui est appelé moment fléchissant, parce qu'il donne une flexion. C'est-à-dire, si vous avez par exemple cette poutre devant vous, comme ça, nous avons le moment autour de X, c'est une torsion, mais nous avons aussi le moment autour de l'axe Y. C'est un moment fléchissant, parce qu'il vous donne une flexion, voilà. Et vous avez aussi un moment autour de Z, comme ça. Donc, moment autour de Z, c'est une flexion. Et moment autour de Y, c'est un moment de flexion, moment fléchissant. Moment fléchissant suivant Y et le moment fléchissant suivant Z. Donc, vous avez 3 moments dans le cas général et 3 forces. D'accord? Comment je vais exprimer, comment je vais écrire justement ce torseur des efforts torseur de cohésion, appelé aussi torseur des efforts intérieurs, appelé aussi torseur de cohésion réduit au point G. Je vais l'écrire comme ça, une accolade, T, un grand T, torseur de cohésion au point G. Il a deux composantes. Les forces, la résultante des forces et le moment résultant. D'accord? Par convention, on utilise toujours cette écriture, le torseur de cohésion de 2 sur 1. C'est-à-dire, on choisit toujours, on isole toujours le 1 à gauche et on travaille sur cet élément. Et là, vous avez les éléments, vos 6 éléments de votre torseur de cohésion qui sont la force normale, l'effort tranchant suivant Y, l'effort tranchant suivant Z, le moment de torsion porté par X
le moment de flexion suivant Y et le moment de flexion fléchissant, le moment fléchissant suivant Z. Si maintenant une seule composante existe, alors que toutes les autres sont nulles, là on dit qu'on a une sollicitation simple. Par exemple, si on a uniquement le N, c'est-à-dire on a dans cette coupe, on a uniquement l'effort normal comme ça, donc quelle est la sollicitation qui est là pour nous? C'est la traction ou bien la compression. La traction ou bien la compression. Ça dépend le N positif ou bien négatif. D'accord? Ici maintenant vous avez plusieurs éléments de torsion qui existent, donc on a une sollicitation composée. Et je vous donne par exemple des exemples. Par exemple, si vous avez pour cette poutre uniquement un élément qui est le N, la force normale, l'effort normal, voilà, on l'appelle comme ça, vous avez soit une traction, soit une compression. D'accord? Ça dépend le sens de votre force. Si vous avez aussi, par exemple, uniquement une torsion par rapport à X, uniquement une torsion, vous avez aussi une sollicitation simple qui est la torsion. Maintenant, je vous donne aussi un exemple de sollicitation composée. Par exemple, cette poutre appuyée, bi-appuyée, si j'applique une force, là, on a deux éléments. On a un effort tranchant suivant Z et un moment de fléchissant suivant Y, ou bien l'inverse, c'est-à-dire un effort suivant Y, effort tranchant, et un moment suivant Z. C'est-à-dire là, par exemple, si vous avez un effort dans ce sens, vous avez l'effort lui-même, d'accord, et vous avez ce moment. D'accord? Donc vous avez ce qu'on appelle une sollicitation composée. Et dans le cas réel, on a plusieurs sollicitations. C'est-à-dire, c'est le cas général. Heureusement pour nous, dans notre cours de cette année, on va voir uniquement une à une. C'est-à-dire une sollicitation, l'attraction, ensuite la flexion, et ainsi de suite. Je vais maintenant m'intéresser justement à cette contrainte qui est l'effort intérieur dans la coupe divisé par la surface. D'accord? Donc le vecteur contrainte, c'est quoi? C'est un vecteur contrainte, c'est ou bien dans certains livres T, on a un point M sur une surface de normale N, cette surface de normale N, on l'écrit comme ça, c'est le vecteur contrainte au point M sur une face de normale N. De normale N, c'est quoi? C'est, à la limite, bien sûr, c'est l'effort divisé par la surface. Bien. Donc, les contraintes, c'est quoi? C'est des efforts intérieurs ou des efforts de cohésion qui se développent au milieu, au sein de votre matériau, à l'intérieur de votre matériau, après chargement. D'accord? Cette contrainte, elle est homogène à une pression. C'est normal, c'est une force en newton divisée par mètre. Donc, c'est des pascals. C'est comme la pression en MDF. Dans la cohésion des matériaux, elle est très importante. Justement, c'est pourquoi on va utiliser, en RDM, on utilise beaucoup pour les contraintes le mégapascal, c'est-à-dire 10 puissance 6 pascal. Si, justement, une autre remarque, ces contraintes, on ne peut pas les observer, mais on peut voir leurs conséquences. Par exemple, si j'ai une flexion ici, la contrainte à l'intérieur, je ne la vois pas, mais je vois la conséquence, qui est une flèche, une déformation sous forme de flèche. Bien. Quelles sont les composantes de vecteur contrainte C? Ce vecteur contrainte, il a une composante normale que je vais appeler sigma et une contrainte tangentielle qui est appelée tau. D'accord? Donc, dans le cas général, c'est quoi la contrainte? C'est une contrainte normale et une contrainte tangentielle. Pour calculer la contrainte normale, je vais effectuer le produit scalaire de mon vecteur avec la normale. C'est clair. Et pour obtenir la contrainte tau, je vais faire le produit scalaire de C avec le T, le vecteur tangentiel T. Ça, on le connaît déjà. Bien. Maintenant, si je travaille dans un repère cartésien X, Y, Z, par exemple. Là, je vais remplacer carrément sigma normal par sigma X. C'est clair, parce que le X, il est dans ce sens. Et je vais calculer la contrainte tangentielle tau, qui va avoir deux composantes, justement.
elle va avoir une composante suivant Y que je vais appeler taux XY et une composante suivant Z qui est appelée taux XZ. Pourquoi? Parce que dans le cas réel, le taux, il n'est pas perpendiculaire, il n'est pas obligatoirement perpendiculaire, il peut être comme ça. D'accord? Il est comme ça, donc il a deux composantes, une composante suivant Y et une composante suivant Z. Donc j'ai mes trois composantes et je vais expliquer justement c'est quoi le XY et ainsi de suite et le XZ. Je vais m'intéresser justement pour la suite de notre cours au cas plan. Au cas plan, c'est-à-dire le sigma X, il est suivant X, il est suivant X, il est là, et le taux XY, il est comme ça. C'est quoi le taux XY? Par définition, c'est la composante tangentielle de vecteur contrainte. C'est cette composante. Elle s'exerce, remarquez bien, le deuxième indice qui est là, c'est la direction. Et les suivants X, Y, à la direction, Y. Et le X, c'est la normale de la surface sur laquelle il s'exerce. Parce que le taux XY, il s'exerce sur une surface, une face de normale X, voilà. Et la même chose pour X et Z. Pour la convention de signe, je vais utiliser quand est-ce que les contraintes sont positives, d'accord? Lorsque, par exemple, je vais voir la première, la contrainte normale. La contrainte normale, elle est positive lorsque j'ai une traction et elle est négative lorsque j'ai une compression. C'est-à-dire, sigma X là, elle est positive parce qu'elle est suivant X. D'accord? Là, c'est une traction. Là aussi, sigma Y, elle est positive parce qu'elle est suivant Y positif. D'accord? Bien. La contrainte maintenant de ces aimants, elle est positive si les deux indices sont soit les deux positifs, soit les deux négatifs. Par exemple, le taux YX qui est là. Je vais voir est-ce qu'il est positif ou bien négatif. X, c'est quoi? C'est la direction. Donc, elle est suivant X, positif. Y, c'est la normale à cette surface. Donc, elle est appliquée sur une surface dont la normale, elle est comme ça. Elle est positive, la normale suivant Y. Donc, le taux YX, il est aussi positif. Ce taux qui est là, il s'applique dans une direction. Le deuxième indice qui est la direction. Le deuxième indice, il est suivant Y négatif. Et elle s'applique sur une surface, une facette, dont la normale, elle est suivant X négatif. Donc, négatif, donc c'est positif. Et je vais remarquer que dans cette figure, tout est positif. Toutes les contraintes normales sont positives et toutes les contraintes de ces aimants, contraintes tangentielles, sont positives. N'oubliez pas que dans certains livres, le taux X, c'est quoi? On l'écrit taux XX. C'est-à-dire, il s'applique sur une direction X, sur une surface de normale X. D'accord? Et pour éviter justement la redondance de ces indices, on écrit sigma X tout simplement, ou bien sigma Y, ou bien sigma Z. Dans le cas général, toutes ces 9 contraintes, elles vont définir ce qu'on appelle l'état de contrainte. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'application de la statique sur votre coupe, la méthode du coupe, vous obtenez toutes les contraintes et vous allez obtenir une matrice. Cette matrice, on l'appelle, qui est un objet mathématique bien sûr, on l'appelle une matrice associée au tenseur des contraintes. Elle a 9 éléments et on l'écrit comme ça. Il y a des livres qui l'écrivent comme un grand sigma, il y a des livres qui l'écrivent comme un petit sigma avec deux traits au-dessus, c'est-à-dire une matrice. Et il y a des livres qui écrivent les indices X, Y, Z. Il y a d'autres qui écrivent 1, 2, 3. Pour nous, 1 c'est X, 2 c'est Y et 3 c'est Z. D'accord? Ces trois termes sigma, les termes diagonaux, d'accord? On les appelle, ou bien ce sont des composantes normales. Soit traction, soit de compression. C'est les composantes normales. Et les 6 termes extra-diagonaux, nous avons 6 termes extra-diagonaux, sont les taux.
c'est les contraintes de cisaillement, les contraintes tangentielles. Dans la suite de notre cours, on va s'intéresser uniquement au cas plan, c'est-à-dire on élimine le Z et on obtient une petite matrice à 4 éléments. D'accord? Maintenant, on va passer à autre chose très important qui est la relation de Cauchy. C'est quoi la relation de Cauchy? La relation de Cauchy vous dit que si vous avez la matrice associée au tenseur des contraintes, vous avez tous les éléments, vous avez l'état de contrainte qui s'applique sur votre section, vous pouvez définir le vecteur de contrainte en tout point sur n'importe quelle facette, en appliquant ce produit scalaire entre la matrice et la normale de cette surface que vous cherchez. C'est-à-dire le vecteur contrainte que vous cherchez sur n'importe quelle facette, c'est la matrice de l'état des contraintes, produit scalaire de le vecteur unitaire de cette surface. C'est-à-dire une matrice fois le vecteur. D'accord? Et on va le voir dans vos exercices de vos TD. Je vais m'intéresser maintenant à autre chose maintenant, c'est ce qu'on appelle les directions et les contraintes principales. C'est ça le plus important. D'accord? L'état, et on va prendre l'état plan. C'est-à-dire que les contraintes et les directions principales, on va les appliquer uniquement sur l'état plan XY. Dans le cas simple de l'état plan, oui, juste après. Donc, dans l'état plan des contraintes, la matrice sera réduite à 4 éléments. Et on va remarquer que par symétrie, ces deux termes sont égaux. Donc, on aura besoin de quoi? De 3 éléments. D'accord? Sigma X, sigma Y et taux XY. Je vais appliquer maintenant la même méthode. Je vais appliquer la même méthode que j'ai utilisée pour les moments d'inertie, pour chercher les valeurs principales. D'accord? Bien. Donc, je vous rappelle la méthode. Vous avez cet élément, des efforts extérieurs, vous faites une coupe, vous cherchez les éléments à l'intérieur qui vont vous former votre matrice de contraintes. D'accord? S'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Une fois que vous cherchez les efforts, la matrice des contraintes, nous allons chercher où est-ce que se trouve la valeur maximale de ma contrainte. Que ce soit la contrainte normale, que ce soit la contrainte tangentielle. Et je vais vérifier, est-ce que ces deux contraintes vérifient les conditions de résistance, bien sûr. Est-ce que la contrainte normale, elle est inférieure à la contrainte normale admissible? Est-ce que la contrainte de cisaillement tangentielle, elle est inférieure aussi à la contrainte tangentielle admissible pour que mon système résiste. D'accord? Donc, je vais utiliser, bien sûr, on peut obtenir les valeurs, que ce soit par manière graphique ou numérique ou analytique. Vous allez utiliser ce que vous voulez. Mais là, nous allons utiliser la méthode analytique qu'on a vue dans le chapitre 2, qui est la méthode de transformation avec rotation d'axe de coordonnées. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que vous avez calculé vos 3 contraintes, sigma X, sigma X, sigma Y et taux XY. Rappelez-vous bien la méthode qu'on a fait dans les moments. Toujours, il y a les 3 valeurs dans le repère initial. Voilà, dans le repère initial, j'ai calculé sigma X, sigma Y et taux XY. Ça, on l'appelle un état de contrainte plan, un état de contrainte initiale. Je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation de mon axe. C'est pas la rotation de la pièce. Attention, j'ai pas fait la rotation de la pièce. J'ai fait la rotation de mon axe avec un angle θ. Et je vais chercher justement, avec la même méthode, quel est le θ principal qui vous donne la contrainte sigma x' principale ou bien sigma y' principale. D'accord? Là, on parle de contrainte. C'est-à-dire, si on est sûr que ce θ, c'est la valeur principale, donc soit ce sigma
contrainte normale suivant x', c'est la valeur maximale, soit c'est y' qui est la valeur maximale, soit sigma x', soit sigma y'. C'est le calcul qui me donne ça. Mais on est sûr d'une chose, c'est que pour cet état, c'est la valeur principale, donc c'est l'un des deux qui est la valeur maximale. D'accord? Et là, on trouve le même résultat. On trouve les mêmes équations de transformation, c'est-à-dire sigma et tau dans le repère, le nouveau repère, elles sont fonction de sigma x, sigma y et tau dans l'ancien repère et θ. Donc, on peut chercher facilement la valeur principale. De la même manière, on trouve aussi, si vous voulez, la somme des deux sigma dans l'ancien repère égale à la somme de sigma dans le nouveau repère. Ça nous rappelle pratiquement le moment polaire. C'est les mêmes équations. Bien. Donc, les valeurs, les contraintes maximales et les contraintes minimales qu'on va chercher sont appelées les contraintes principales. Et les directions qui vous donnent ça, et leur plan s'appellent les directions et les plans principaux. Je vais les obtenir en appliquant la même méthode que j'ai utilisée dans les moments. Là, il n'y a pas un moins, uniquement il n'y a pas le moins, mais c'est la même méthode qui vous donne le θ principal. Et une fois que vous avez le θ principal, l'angle qui vous donne les valeurs maximales, vous remplacez directement dans ces deux équations et vous allez obtenir la valeur maximale, sigma, la valeur normale, maximale et la valeur minimale. Et vous allez connaître quel est l'axe qui vous donne cette valeur maximale. Est-ce que c'est l'axe x1 ou bien l'axe y1? Et nous avons aussi le résultat que dans les axes principaux, le taux x1, y1, il est nul. Donc, le cisaillement dans les plans principaux, il est nul. Je vous donne un exemple. Imagine cet angle, c'est l'angle θ principal. Donc, sigma x', c'est la valeur principale. D'accord? Et sigma y, c'est la valeur principale. Et le taux, il est nul. Dans cette direction, le taux, il est nul. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la valeur nulle du taux. C'est la valeur maximale. On a dit qu'on s'intéresse à sigma maximal. On l'a trouvé déjà avec cette valeur. Maintenant, on va s'intéresser aussi à taux maximal. C'est pas le taux nul qui nous intéresse. Donc, comment je vais chercher le taux maximal? Je vais prendre cette expression, taux, je vais la dériver et l'annuler. Et je vais obtenir cette valeur, je vais la dériver par rapport à θ, je vais l'annuler et je vais obtenir la même équation pratiquement, mais cette fois-ci, indice S. C'est-à-dire, c'est l'angle qui vous donne la valeur maximale de cisaillement. Shear indice S. Et quelle est la valeur, sa valeur par rapport à la valeur de θ'? C'est, lorsque je vais égaliser entre les S et les P, je vais voir que θS, elle se trouve à plus ou moins 45 degrés. C'est-à-dire, si je reviens au schéma, d'accord? Ce schéma qui est là, si maintenant, je suppose que θ, c'est la valeur principale, et sigma x, c'est la valeur principale, d'accord? La valeur de taux maximal, elle est à plus ou moins 45. Elle est dans cette direction, d'accord? Elle est dans cette direction, c'est-à-dire le taux, il est comme ça, d'accord? Et le maximum de taux, il est comme ça, dans cette direction qui se trouve à 45 degrés, plus ou moins cette valeur qui est là. Donc, soit il est dans cette direction, il est comme ça, soit il est à 45 degrés, moins 45 degrés, il est comme ça. Et je vais le calculer comment? Je vais le calculer par son expression, qui est là. D'accord? Je vais le calculer et je vais vérifier, est-ce que ce taux max, il est supérieur à la valeur admissible pour mon matériau. D'accord? Donc,
On applique cette méthode très importante pour chercher les valeurs principales de sigma et pour chercher la valeur maximale de tau. D'accord? Et c'est pratiquement la même méthode qu'on a utilisée dans les moments quadratiques dans le chapitre